Depuis près de 20 ans, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec, le CRILC, organise un cycle de rencontres annuelles avec des écrivains et des écrivaines du Québec. Ces rencontres sont animées par des chercheurs et des chercheuses en littérature, aussi bien jeunes que plus aguerris, ce qui permet de mettre en dialogue les textes, les auteurs et les autrices, et les savoirs. Cette année, les rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC sont consacrées aux acteurs et actrices du milieu littéraire de la Côte-Nord. Le cycle porte l'intitulé « Les écrits nord-côtiers ». La Côte-Nord, qui suit le fleuve Saint-Laurent au nord-est du Québec, est une immense région peuplée de différentes cultures. C'est le premier territoire vu par ceux et celles qui arrivaient d'Europe en Amérique. Lire les écrits nord-côtiers, c'est découvrir ce territoire, notamment par l'imaginaire de ceux et celles qui ont connu la côte, qui l'ont habitée, qui ont écrit à son sujet. Le deuxième épisode de ce cycle d'entretien permet de réfléchir à la démarche et au choix littéraire derrière l'œuvre rigoureuse de l'autrice Noémie Pomerleau-Cloutier. Derrière ces recueils de poésie se dissimule une patiente démarche documentaire, familiale et sociale qui permet de révéler des voix peu entendues mais puissantes, tout en illustrant par la poésie la force du lien entre le territoire géographique et le territoire intime de la Côte-Nord. Cette démarche documentaire ne transparaît pas dans les poèmes, mais elle en assure l'ancrage dans la réalité. À la manière du titre de son deuxième recueil, La patience du lichen, l'autrice écoute et prend tout le temps nécessaire pour donner forme à son écriture et porte ainsi ses valeurs de justice sociale, d'inclusion et de féminisme. Citoyenne féministe et engagée originaire de la Côte-Nord, Noémie Pomerleau-Cloutier s'implique, entre autres, pour l'accès à l'éducation à tout âge et dans des projets qui démocratisent la poésie. Elle a publié 2 recueils à la Peuplade, Brasser le varech, qui traite du deuil via la botanique, et La patience du lichen, qui illustre les liens entre territoire géographique et territoire intime en Basse-Côte-Nord. Pour ce dernier titre, elle a été finaliste au Grand Prix du livre de Montréal de 2021 et récipiendaire du prix de l'œuvre de la relève de l'année 2022 du Conseil des arts et des lettres du Québec à Montréal. Elle s'intéresse aux voix peu entendues dans notre société et à la vulnérabilité. Elle vise de plus en plus à inclure la broderie à sa pratique poétique. Cette rencontre est animée par Daniel Chartier, professeur titulaire à l'Université du Québec à Montréal et directeur du Laboratoire international de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique. Au cours des dernières années, il a publié et édité une 40aine de livres et une centaine d'articles sur la représentation du Nord, de l'Arctique et de l'hiver, les cultures québécoises, inuites et nordiques, le pluralisme culturel et l'esthétique de la réception. Son projet principal vise à créer des liens entre différentes cultures circumpolaires, y compris la culture québécoise et la culture autochtone, et à réfléchir aux conditions de représentation de l'imaginaire du Nord. Il co-dirige le groupe de recherche sur l'écriture nord-côtière et la revue Littoral. Noémie Pomerleau-Cloutier, je suis heureux et honoré de réaliser avec vous ce balado. Mais moi aussi. Depuis que j'ai découvert votre recueil intitulé La patience du lichen, j'admire la profondeur de votre œuvre et sa pertinence sociale. Moi qui suis fasciné depuis longtemps par le Nord et son imaginaire, notamment en littérature, j'ai été impressionné par votre travail et notamment par la place que vous donnez aux femmes et aux hommes qui vivent dans les postes isolés du Nord et dont vous portez la voix par la poésie. Vous refusez de reconduire les lieux communs du Nord comme paysages inhabités, et au contraire, vous centrez votre attention sur les vies et les récits de celles et de ceux qui y vivent. On dit que le lichen est un des organismes vivants les plus anciens qui existent. Alors que sur la Côte-Nord, les glaces se sont retirées il y a environ 10 000 ans, certains lichens que l'on retrouve sur les rochers, tout petits mais spectaculaires de ton orangé, datent presque de cette période et les plus anciens analysés ont plus de 8 000 ans. Wow, quand même, hein? Les lichens sont patients, mais aussi résilients et discrets. D'où vous est venu ce titre magnifique pour le recueil de poésie qui a paru donc en 2021, La patience du lichen? En fait, à la base, là, je prenais beaucoup de photos. Je le fais encore, mais un peu moins, mais des photos de trucs que je vois dans la rue ou dans des endroits. Puis, à un moment donné, vous savez, des fois, il y a comme
des pissenlits ou des mauvaises herbes qui poussent au travers des trottoirs à Montréal. Puis il y en avait une sur un mur turquoise, qui est une de mes couleurs préférées. C'est je sais pas quelle mauvaise herbe, ben même mauvaise herbe, j'aime pas trop le mot, là, quelle plante était là, qui poussait. Puis j'avais écrit La résilience des végétaux. Puis quelqu'un m'a dit que ça serait un beau titre de recueil. Puis là, j'étais au même moment en train de préparer la première phase de recherche pour La patience du lichen. Puis, déjà, dans ce que je percevais, dans la recherche, ben la recherche pré-recherche presque, là, je voyais que les gens étaient ce qu'on me disait, c'est que les gens étaient extrêmement patients. Fait que je me suis dit: «Ah, tu sais, le lichen en Basse-Côte-Nord, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, puis il faut que les gens soient patients en Basse-Côte-Nord». C'était vraiment ça, c'était la patience de cette population-là, la résilience, le fait de croître sur des rochers parce que c'est la Basse-Côte-Nord, ça a été qualifié par, Jacques Cartier de la terre de Caïn, là, carrément. Alors que, bon, clairement, Jacques Cartier ne savait pas qu'est-ce que c'était de l'érel, ni de la camarine. Il aurait vu qu'on pouvait se nourrir. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'arbres quand on voit cette côte-là du large, alors que quand on rentre à l'intérieur des terres, il y a des arbres. Mais tu sais, je voyais aussi ça, ces gens-là ont poussé sur des roches au milieu de l'eau, sur une terre qui pourrait être considérée par des gens qui sont pas habitués avec ça comme étant infertile, alors qu'elle l'est extrêmement. Fait que pour moi, ça faisait sens. C'est rare que j'ai pas le titre de mon œuvre avant de l'écrire. En tout cas, jusqu'à maintenant, il y en a une qui a changé. C'est un recueil jeunesse qui est à paraître, là. Le titre a changé, mais sinon, en général, je reste avec mon titre. Je sais pas pourquoi. Bon, peut-être parce que mes titres sont corrects. Ou le titre comme un projet de ce que vous allez écrire. Ça m'aide, ouais, un peu à le voir, en fait. Parce que vous avez une démarche très longue d'écriture, on va y revenir tout à l'heure. Comment je vous propose de fonctionner, c'est parfois de lire des extraits de votre œuvre, puis d'essayer de voir ce que moi je considère vraiment fascinant dans l'œuvre, c'est d'abord votre façon d'écrire et le choix de la poésie pour transmettre la voix des gens. Ça, c'est vraiment particulier. On a parlé de dimension sociale ou documentaire, mais on verra si finalement le résultat pour vous, c'est la même chose, mais aussi des problématiques qui traversent l'ensemble de votre œuvre, notamment l'éloignement et la proximité, qui sont un peu la même chose, ou des tensions dans beaucoup de récits. Bien sûr, comme on est dans un cycle de balado sur l'écriture nord-côtière, votre rapport à la Côte-Nord, parce que c'est vraiment ancré dans un territoire particulier, puis vous-même, vous insistez seulement en disant « je suis un corps dans un territoire » et c'est pas une abstraction. Puis aussi des thèmes qui vont nous mener vers votre premier recueil, Brasser le varech, mais aussi le projet que vous menez en ce moment sur la disparition, la transcendance et la résilience. Parfait. Donc, je commencerai par un thème que j'appellerais « porter la voix des autres », c'est votre expression. Je vais lire un extrait ici d'un texte que vous avez fait paraître en 2018 qui s'appelait « Écrire ailleurs ». Vous écriviez « Finalement, il y a la fascination pour les humains. Il y a la confiance, l'écoute, le moment hors du temps où on touche à quelque chose d'unique, à l'essence d'une personne à travers un bout de son histoire. Une personne que l'on n'aurait jamais connue autrement si on n'avait pas pris le temps de s'asseoir avec elle sur une roche, sur le pont d'un bateau, dans une chaloupe, dans un pick-up, dans un bar, dans une cuisine ou un salon au bout du monde. Une personne dont on conserve quelque chose à l'intérieur d'un poème. » Donc, La patience du lichen, comment vous avez procédé pour réaliser, parce que c'est sur plusieurs années. Hein. Oui, c'est ça. En fait, au début, je savais pas trop ce que j'allais faire avec ça. Il était question peut-être d'avoir un peu, d'inclure un peu le personnel du Bella des Gagnés dedans. Fait que j'ai aussi fait des entrevues avec le personnel. Ça, c'est un peu drôle parce que le premier officier de navigation, quand j'étais là en 2018, Mathieu, c'est pas un secret, alors s'il l'entend, il va se reconnaître, Mathieu Roy est maintenant un des capitaines du Bella des Gagnés. Donc, cet été, j'ai eu un moment, cet automne, j'ai eu un moment full circle, là, où je suis remontée à bord et c'était Mathieu, mon capitaine. Et le livre La patience du lichen était là et on m'a demandé de faire de la lecture aux touristes sur le 8e pont. Fait que c'est ça. Donc, Parce qu'au départ, il y a un voyage qui mène à la création du recueil, puis ensuite des entrevues, non? Oui, en fait, non, le premier voyage a été fait aussi pour ça. OK. Mais c'est qu'au début, je pense que j'avais à l'esprit l'ancien bateau qui était le Nordic Express, qui, lui, se rendait beaucoup plus près dans les villages. Alors que Bella est vraiment plus imposante.
donc a besoin de ports beaucoup plus profonds. Alors, je me suis rendu compte dès le début, là, en préparant la première phase de recherche, que je serais obligée d'y retourner plusieurs fois. Donc, en 2018, à l'été 2018, j'ai fait Harrington Harbour, Chèvry, Tête à la baleine et des entrevues sur le Bella des Gagnés. Ensuite, 2019, en février, j'avais Saint-Augustin et Pacoashippi. La rivière Pacoashippi était gelée, donc je pouvais traverser comme je voulais là, en marchant sur la rivière. Puis ensuite, à l'été 2019, il y a eu Lourdes de Blanc-Sablon jusqu'à Old Fort. Donc, tous les villages qui sont reliés par ce 72 km de 138 qui restent là, à l'est. Unamenshippu et Kegaska. Puis les 2 villages qui me restaient à faire en mars 2020, c'était passer quelques jours à la Tabatière et Motunbe. Bay, mais j'ai pas pu y aller à cause de la COVID. Alors, pour la patience du lichen, en fait, je me suis rendu compte tout de suite que ce qui était le plus intéressant, c'était pas nécessairement de parler du trajet du bateau, pas de parler du paysage, c'était les gens. C'est pourquoi ces gens-là décident de rester dans ces communautés-là. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont rester dans cet endroit qui est, somme toute, considéré vraiment isolé parce qu'il n'y a pas de route? C'est quoi leur rapport au Saint-Laurent? Il y avait ça à la base. Puis je me suis rendu compte que quand je le demandais en question, les gens ne savaient même pas de quoi je parlais. C'est comme, c'est quoi votre rapport au Saint-Laurent? Tu sais, the sea, you mean? Ah oui, c'est ça, la mer. Ben oui, hein, Noémie, le golfe, c'est plus... Donc, mais finalement, j'ai changé mes questions. Au début, j'avais des questions très, très strictes, je dirais. Puis juste mon premier arrêt à Kegaska, en attendant mon premier rembarquement, je me suis dit, je peux pas fonctionner comme ça. Il faut juste que je laisse les gens parler, dans le fond. Donc, c'est beaucoup ça que j'ai fait. Je dirais, les premières entrevues, j'avais plus des questions qui étaient strictes. Puis après, ben, je partais sur une question, puis je les laissais parler. Mais tout le monde a le goût de raconter son histoire dans la vie. Il y a des gens qui peuvent être plus timides à propos de ça. Mais les coasters sont les gens de la Basse-Côte. Les coasters sont des gens qui aiment raconter en général. Mm-hmm. Quand on prend le temps de les approcher, puis qu'on prend on a une bonne façon de les approcher, c'est-à-dire de façon amicale et ouverte, et qui sentent qu'on les respecte. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Ça n'a pas toujours été le cas. Disons, ça arrive qu'il y a des journalistes qui se rendent en Basse-Côte-Nord, puis les gens se sentent un petit peu jugés parce que certains n'ont pas été à l'école très longtemps, mais qu'est-ce qu'est le savoir, tu sais? Finalement, vous êtes parti de rencontres avec des gens. On dit qu'il y a eu 120 rencontres à peu près, oui. Pour les, drôle d'expression, mais les transformer en poèmes par la suite. Ce qui pose, vous avez raison, des questions éthiques aussi, là, de comment on prend la vie de quelqu'un pour le transformer en poème, mais aussi d'un point de vue littéraire, comment on le transforme. Une journaliste, Charlotte Paquet, disait pour ramener un peu la voix de ces personnes-là que personne n'entend. Donc, il y avait un but de faire parler la Côte-Nord, si on veut, mais aussi de ne pas faire comme bien des récits qui vont dans le Nord où on ne parle que des paysages. Donc, ce qui vous intéressait, c'était les personnes. Oui. Mais comment on transforme le récit d'une personne en poème? Premièrement, il faut savoir écouter. Ça, c'est une chose. C'est souvent, je laissais l'enregistreuse de côté. Elle était soit vraiment entre moi et la personne ou sur le côté, puis souvent, au bout de 10 minutes, la personne avait oublié que l'enregistreuse était là. Les 10 premières minutes, là, moi, j'ai accès à ces textes-là. En fait, je devais les détruire, puis je confie publiquement, je ne l'ai pas encore fait, je ne suis pas encore capable. Mais il n'y a que moi qui ai accès à ces textes-là, ces entretiens-là. Mais au début, la personne est un peu gênée. Puis après, elle oublie. Puis c'est au moment où elle a oublié que l'enregistreuse existe que c'est là où ça devient intéressant. Donc, premièrement, c'est ça, c'est de savoir mettre la personne à l'aise, l'écouter, puis lui faire sentir que son histoire est importante. Donc, pas de notes, pas de téléphone, il faut vraiment être concentré sur la personne. Ça, c'est une chose. Ensuite, c'est de savoir écouter, mais une deuxième fois, une troisième ou une quatrième. Il y a certaines personnes où je ne suis pas retournée nécessairement à l'enregistrement parce que c'était tellement clair puis tellement marquant tout de suite ce que la personne m'avait dit que je savais déjà de quoi le poème allait traiter. Par exemple, cet homme qui m'a raconté sur mon premier séjour sur le Bella des Gagnés, lors de ce premier séjour-là, il m'a raconté
comment il préparait le départ du corps de sa femme, de Tête à la baleine, alors qu'elle était encore vivante, mais qu'il savait que le lundi, ça c'était le jeudi, mais il savait qu'il fallait qu'il prépare le départ de son corps pour se faire incinérer le lundi. Il y a pas de salon funéraire en Basse-Côte-Nord. Donc, si on veut être incinéré, si on veut partir et ensuite que ça soit la crémation, mais il faut littéralement repartir à cette île en avion et que nos cendres soient rendues ensuite à la Basse-Côte-Nord. Donc, lui, il était en train de préparer ça. Puis on lui disait, les premiers répondants lui disaient, mais on peut pas amener le corps de ta femme à l'aéroport. C'est pas un corps, c'est ma femme, vous la connaissez. Fait que, tu sais, tout ça, j'ai même pas eu besoin de retourner ou presque. Je suis retournée pour avoir les mots exacts là, pour certaines choses, mais il y a des entretiens comme ça où je suis pas retournée parce que déjà, je savais. Puis même 1 an ou 1 an et demi après, je me rappelais encore exactement de ce que j'avais vécu comme émotion par rapport à ça. Ce que la personne m'avait fait vivre comme voyage à l'intérieur d'elle. Donc, il y a ça, mais parfois, il fallait retourner 1, 2, 3 fois. Puis souvent, ben, tu sais, ça pouvait être un 15 minutes, mais d'habitude, c'était plus autour d'1 heure, là, les entrevues, parce que les gens parlaient puis je les arrêtais pas vraiment. Fait que donc, j'ai aussi beaucoup brodé, là, littéralement, parce que j'ai une pratique de broderie en même temps. Ça, je trouvais que ça me rapprochait des femmes de la Basse-Côte-Nord qui sont des artistes en art textile vraiment incroyables. Donc, il y a ça, mais il faut aussi avoir le respect de la personne. Le respect. Mais Ouais. donc, vous aviez, disons, une centaine d'entrevues. Mhm, Vous auriez pu publier un livre d'entrevues, mhm. mais le résultat, c'est plutôt des poèmes. Oui. Donc, pourquoi avoir choisi la poésie pour transmettre ou porter ces voix-là, comme vous le dites? Je vois pas comment j'aurais pu faire ça autrement. Parce que c'est ça que moi j'écris. Et aussi, ces gens-là, il y en a beaucoup là-dedans qui sont des conteurs et des conteuses nés. Puis pour moi, ça allait de soi, la poésie. Puis même des trucs très pragmatiques comme le gaz coûte cher pour, bon, excusez, ça va être tu sais, pour tanker le bateau, là, pour le remplir. Tu sais, ça peut être plus de 10 000 là, remplir ces réservoirs-là pour aller pêcher. Bien, ça peut devenir poétique parce que nous, on n'est pas au courant du tout de ça. Mhm. On n'a aucune idée. Par exemple, là, j'étais à Blanc-Sablon à la fin septembre, et au moment où j'étais là, il y a eu une tragédie, un bateau de pêche qui a sombré en mer au large entre la Tabatière et Terre-Neuve. Et c'était un équipage de Blanc-Sablon. 3 des personnes à bord sont décédées. Et quand je suis arrivée sur le Bella des Gagnés, le Bella des Gagnés ensuite avait ses drapeaux en berne pour honorer ces hommes-là. Et j'entendais les touristes dire, mais pourquoi ils sont sortis en plein milieu de la nuit? Mhm. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, les gens ne savent pas parce que des pêcheurs, ça se lève à minuit, 2 heures du matin, ça part toute la nuit pour ramener des choses que nous, on va manger dans notre assiette et on n'a aucune conscience de tout le travail qui est fait derrière. Fait que juste, les histoires sont plus grandes que nature. Pour moi, c'était soit ça devenait de la mythologie, je suis pas très forte en mythologie, ou de la poésie. Pour moi, ça n'avait pas nécessairement le choix, là. Puis en choisissant la poésie pour porter les voix, quelles sont les forces de la poésie, puis ses faiblesses comme forme littéraire? Parce que c'est C'est particulier de intéressant. partir du documentaire ou des entrevues, puis aller vers une forme poétique. Le résultat est réussi, mais là, vous mentionnez que pour transmettre la grandeur, la poésie s'y prêtait très bien. Puis je pense que je suis d'accord aussi. Mais est-ce qu'il y a des limites à la poésie? Oui, ben en fait, ça serait aussi quand on présente le projet à des gens, quand on va faire de la poésie, ben là, tout le monde a l'image souvent qui leur reste surtout s'ils ont un certain âge, là, l'enseignement qu'ils ont reçu de la poésie qui était très, très formel, très rigide, où il fallait comprendre ce qui était dit et non pas ressentir, alors que maintenant, les gens enseignent la poésie différemment, puis tant mieux. Il y a peut-être la peur de la poésie des gens Parce que vous leur disiez, oui, ça va être de la ça poésie. va être la poésie. Puis souvent, ils disaient, ah oui, oui, roses are red, violets are blue. Puis j'étais comme, oui, mais non, mais vous allez voir. Puis des fois, après l'entrevue, ils disaient, je sais pas comment tu vas faire pour transformer ça en poème, mais vous racontez super bien, puis vous en mettez plein d'images, donc ça va être facile pour moi. Ça, c'est peut-être un obstacle. Aussi, comment rapporter
la parole des gens par nos mots à nous, sans travestir ce qu'ils ont dit, ça, c'est quand même difficile. Je pense que c'est peut-être une limite aussi de ce genre de projet-là. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait encore plus de saveur, pas locale, j'aime pas dire saveur locale, mais tu sais, qu'on entende vraiment les expressions plus. Parce que parfois, c'est des citations Oui. de l'entrevue dans le poème. Hein? Oui, c'est ça. Quand je trouvais que c'était particulièrement fort ce que la personne disait, c'est par exemple, il y a un jeune à Chevry, the sea is something that floats through you, you want to wear it like a flag. Je pense pas que j'aurais pu le dire de plus belle façon que ce jeune-là, qui ne se considère absolument pas poète, mais pour moi, ça, c'était très poétique. Une des limites, peut-être, par rapport à ça, rapporter les paroles des autres, et là, on le voit en italique dans le livre, c'est vraiment ce qui a été dit. Avec la population Innu, c'était impossible de le faire parce qu'il aurait fallu que je redemande un verbatim complet à ma traductrice qui est enseignante à la maternelle. Je veux dire, elle n'a pas le temps de faire ça. Puis tout ça, là, ces traductions-là, puis sur place, là, en Innu, puis la traduction ensuite dans le livre des vers, parce que ce qui est arrivé, c'est pour qu'on retrouve de l'Innu à Imun dans le livre. J'ai demandé à quelqu'un de traduire de mes vers. Fait qu'on voit en italique ce que la personne a dit, puis en dessous, ce n'est plus en italique, puis là, c'est la traduction de ce que la personne dit. En fait, non, parce que je pouvais même pas y aller pour l'Innu à Imun. C'est que la limite de ça, ce sont mes vers littéralement qui sont traduits. Okay. Pour qu'on puisse avoir une trace de l'Innu à Imun, mais si c'était à refaire, ou ça fait partie des difficultés aussi, mais il aurait vraiment fallu que je retourne dans le texte de la personne elle-même en Innu à Imun, mais ça demandait du temps et des ressources que je n'avais pas. Mais c'est clair que je le referais autrement pour ça. Mais ça a été ma façon de le passer. T'sais, ce qui est en français, disons, en italique, en français, dans les poèmes des communautés Innu, c'est quelque chose qu'on m'a dit littéralement en français. Je l'entends dans l'entrevue. Mais là, après, ça m'aurait pris vraiment un verbatim de ce que... Oui. Puis là, on aurait eu une double traduction aussi. Fait que ça, je pense que c'est peut-être une limite. Là, de... Est-ce que les gens ont lu les poèmes qui les concernent? Puis avez-vous eu des réactions des gens qui... Bien, les francophones, je dirais. Ça, c'est l'autre truc. Quand on fait... puis peut-être c'est la limite aussi du livre. C'est un livre qui met en vedette des populations qui parlent... Tu sais, il y a 3 langues parlées sur le territoire, au minimum. Potentiellement, si on considère le Labrador, 4, parce qu'il y a des gens qui sont... des Inuits, mais qui sont au Labrador. Puis le Labrador et la Basse-Côte-Nord sont vraiment interreliés. Là. Les territoires de chasse traditionnels, par exemple, de la nation de Pakwashipi, ça se retrouve à la limite du Labrador. Puis même si on demande aux gens de Lourdes de Blanc-Sablon et des gens de Blanc-Sablon, la plupart d'entre eux ont de la famille du côté du Labrador. Et où cette région-là a déjà fait partie du Labrador de toute façon. Donc, là, on se retrouve avec 3 langues et les aînés, Innu, ne peuvent pas lire le poème qui parle d'eux et d'elles. Il faut que quelqu'un le lise pour eux et elles. Et les anglophones ne peuvent pas lire mon poème non plus qui les concerne. Comment on a détourné ça? C'est quand on a fait le lancement du livre, par exemple, à Blanc-Sablon et à Rivière-Saint-Paul. On a fait un kitchen party, dans le fond. C'était comme un party de cuisine un peu. Et on avait de la musique, des gens qui racontaient des histoires locales, qui jouaient de la musique. Puis moi, je lisais les poèmes en français et j'essayais de les traduire en anglais, on the spot. Vraiment, traduction directe très imparfaite de la chose. Les gens étaient très contents. Mais c'est ça. La limite, ça serait ça. Mais ils se reconnaissaient dans le poème. Oui. En français, par exemple, ils se oui, reconnaissaient. Puis même en anglais, ils pouvaient me dire c'était qui. Oui, je le disais pas, puis ils pouvaient me dire c'était qui. Eux sont capables de se reconnaître. Fait que c'était comme un jeu, finalement. Oui, c'est un jeu. Même les jeunes aussi, là, de l'école, de Monseigneur Schaeffer à Blanc-Sablon, quand je les ai rencontrés virtuellement à ce moment-là, c'était au printemps 2021, je venais de sortir le livre, on a fait une rencontre virtuelle. Puis c'était la pandémie, là. C'était la pandémie, puis il fallait pas y aller, puis c'est correct de pas y aller. Parce qu'il y avait 4 respirateurs à Blanc-Sablon, puis c'est le double de d'habitude. Donc, c'était ça qu'il y avait pour toute la population s'il y avait un problème. Mais les jeunes pouvaient me dire « Ah, moi, je pense que c'est telle personne. » Puis souvent, ils avaient raison.
Donc, mais ça, c'est peut-être une limite du livre. J'aurais aimé qu'il puisse être trilingue complètement, mais bon, ça demande des ressources. On attend la traduction un jour. Puis dans le livre, vous, à la fois dans des poèmes, puis dans une explication qui est au début, à la fin, vous expliquez un peu, disons, ce projet-là, qui n'est pas au cœur de l'œuvre, parce qu'on peut lire le recueil comme un recueil en soi. Ouais. Mais vous parlez beaucoup de la pratique de la rencontre comme poème. Je lis ici un extrait qui est dans la section chèvrerie. Deux dames me questionnent. I saw you at the crab party. What are you doing here? Je viens récolter des histoires pour un livre. Elles vont chez la coiffeuse à chèvrerie. Elles sont un poème. Donc, je trouvais que déjà, ce poème-là, elles vous parlent. Elles ont des actions de tous les jours. Elles vivent là-bas. Et vous les voyez comme un poème et vous les transformez ensuite en poésie. Oui. Comme une alchimie du quotidien qui doit respecter aussi le quotidien, non? Oui, c'est ça, exactement. Ça n'a pas le choix. Moi, c'est la première fois que je prenais l'hélicoptère. Puis pourquoi on prenait l'hélicoptère? C'est parce que Harrington Harbour, c'est une île. Puis le village le plus près, c'est Chèvrerie, qui est sur la côte. Et il y a un traversier de la Société des traversiers du Québec qui s'appelle le Sparkling Waters, les eaux scintillantes, parce qu'il y a les deux mots, qui fait le service habituellement, mais il est en réparation sur l'île de Vancouver ou sur une des îles au large de Vancouver, je suis plus sûre. Mais tu sais, le traversier qui relie deux petites îles complètement à l'est est en train de se faire réparer complètement à l'ouest. Donc déjà, ça aurait pu être un poème. Puis c'est ça, comme le bateau, les gens disent le bateau de Bryce, parce que Bryce est le capitaine de ça, mais c'est comme si ça lui appartenait à lui, mais ça appartient à la Société des traversiers. Comme le bateau de Bryce était en panne, bien, on prenait l'hélicoptère. Fait que les enfants de Chèvrerie viennent faire les cours de piscine à Harrington Harbour, mais en prenant l'hélicoptère. Donc, les femmes de Harrington vont se faire coiffer à Chèvrerie en prenant l'hélicoptère. Puis souvent, j'ai été chanceuse. J'ai vécu des choses qui arrivent pas souvent ou des trucs, tu sais. Je suis arrivée directement, c'était pas fait exprès, mais c'était le crab party de l'été à Harrington le soir où j'étais là. Fait qu'il y a eu ces choses-là. Souvent, il y a des événements... qui permettent de rencontrer... C'est pas facile, arriver dans un village. Non, c'est ça. Commencer à parler à tout le monde. Non, puis j'avais des contacts là-bas qui avaient préparé les rencontres aussi. Donc, c'est ça. Puis ces gens-là, je les remercie à la fin du livre. Puis ces gens-là, je les remercie à tous les jours, en fait, aussi. Puis je fais tout ce que je peux pour les gâter le reste du temps. Mais c'est ça. Il faut aussi cultiver ces relations-là qu'on a bâties après. T'sais, moi, je ne pouvais pas couper un texte dans La Patience du lichen. J'avais dit à la peuplade, on peut couper, mais vous allez devoir décider qui. Et j'ai pas dit décider quoi, j'ai dit décider qui. Parce que moi, je ne peux pas. Je vois la personne derrière. Est-ce qu'il y a encore un lien entre la personne que vous avez rencontrée puis le texte qu'il a? Oui. Même au-delà de la mort. Je veux dire, en ce moment, dans le livre, il y en a 2 qui sont décédés depuis. Un de la COVID, une, c'était un cancer qu'elle avait depuis longtemps. Puis, d'ailleurs, au lancement Rivière-Saint-Paul, c'est quelqu'un de cette communauté-là. On a fait un petit hommage pour elle. Son fils et son conjoint sont venus. Ils avaient apporté de la musique. On a fait écouter des chansons qu'elle chantait. Une de ses amies a lu un de ses textes. Donc, parce qu'elle écrivait aussi de la poésie. Oui, ça continue même au-delà de ça. Il y a la disparition des personnes, il y a la disparition des communautés. Il viendra un peu plus tard, mais les paroles restent au sens où votre livre transporte pas les personnes, il transporte une partie de leur voix. C'est ce que vous vouliez au départ. Puis dans le livre, vous mentionnez aussi que pour vous, ça a été la rencontre d'un territoire extraordinaire, impressionnant, qui est la Basse-Côte-Nord, et de territoire intérieur. Donc, comme si vous faisiez le lien entre ce qu'on peut vivre en étant un endroit et en même temps ce que les personnes ressentent par rapport au lieu, mais aussi à leur vie simplement. Oui. Je pense que, en fait, on a tous un territoire intime, puis en fait, on en a plusieurs. Ça dépend de quoi on parle. Mais pour moi, c'est important qu'on voit la relation de ces gens-là au territoire, la façon dont eux et elles habitent ce territoire-là, mais la façon dont le territoire les habite aussi. On ne pourrait pas avoir ces histoires singulières-là à Montréal. Bien, alors, on pourrait aussi dire qu'on oublie que Montréal est une île, tu sais.
puis qu'il y aurait des histoires d'un bout à l'autre. Si on allait avec les personnes âgées qui ont grandi à Montréal, vraiment, je pense qu'on Donc, il y a une trouverait ça. dimension de poésie, de littérature, de rencontres personnelles, mais dans tout votre travail puis dans votre vie en général, il y a une dimension sociale aussi qui est vraiment importante. Daniel Côté, dans le quotidien de Saguenay, disait, un peu à la blague, mais en même temps, je trouve que c'est plutôt vrai, le jour où une université créera un département de sociologie poétique, on devra en confier la direction à Noémie Pomerleau-Cloutier. Au lieu de présenter son curriculum vitae, celle-ci n'aura qu'à remettre un exemplaire de La patience du lichen. J'avais oublié ce texte-là, mais ouais, c'est vraiment émouvant, mais c'est aussi un peu ironique puisque j'ai aucun diplôme en littérature. Fait que c'est drôle, mais c'est un peu gros quand même. Il ne faudrait pas me confier la C'est direction. gros, mais quand on regarde sur vous, on voit aussi que vous intervenez souvent dans les lettres publiques pour défendre ceux qui ne maîtrisent pas la langue par l'alphabétisation, votre travail en alphabétisation. Vous servez même de la poésie quand vous faites des ateliers d'alphabétisation. Donc, il y a une dimension sociale qui n'est pas uniquement ce que vous avez fait sur la Basse-Côte-Nord, mais dans toute votre vie. J'aimerais ça citer un texte ici moi, que je trouve très beau sur votre réaction par rapport à la fois l'alphabétisation, mais aussi comment les gens perçoivent, en étant un peu hautains, ceux qui ne maîtrisent pas la langue, ceux qui vivent dans des lieux où, comme la Basse-Côte-Nord, c'est quand même pas un territoire où les gens sont riches, donc il y a aussi beaucoup de pauvreté. Et vous avez un grand respect pour ces dimensions-là. J'aimerais le lire, puis ensuite voir qu'est-ce que vous en pensez. Je trouve que le texte parle de lui-même pour ça. Donc, c'est vous qui l'avez écrit. Je finis par devenir, moi, en tant que formatrice en alphabétisation populaire à l'Atelier des lettres, pouvoir donner une autre véritable chance. Je commence à peine à écrire de la poésie. Je n'ai pas de diplôme en littérature, je ne suis pas une vraie intellectuelle. Or, je possède le luxe d'avoir réussi sur le plan universitaire. Je reconnais l'importance des voix que je croise dans cet organisme communautaire du Centre-Sud, des voix auxquelles notre société lettrée ne fait pas de place, des voix souvent mises face à des accusations par des personnes qui ont réussi, des voix que l'opinion publique juge sans comprendre, les barrières invisibles et mutiles sans fin avec des mots troubles, manque, BS, paresse, incompétence, stupidité, déficience. Je trouve qu'il y a cohérence quand même entre votre projet de poésie et votre travail. Comment vous voyez ce respect des gens, l'aide que vous leur apportez? Comment vous portez les voix ou les aider parfois à s'exprimer? Parce que l'alphabétisation, c'est aussi de permettre à quelqu'un de pouvoir exprimer sa propre voix. Oui, je trouve ça vraiment particulier qu'on parle de ça aujourd'hui alors que demain, je vais voir mes participants pour la dernière fois parce que je déménage, je quitte Montréal. Donc, puis la chose que je vais leur dire, c'est je quitte Montréal, je quitte pas l'Atelier des lettres parce que ce sont des gens qui m'ont vraiment appris beaucoup de choses dans la vie. Donc, qui est là à l'Atelier des lettres? C'est de tout. C'est des gens qui ont eu des difficultés de vie, des difficultés à l'école. Et qui veulent apprendre à lire et à écrire. C'est en majorité des Québécois qu'on dit de souche. Là. J'aime pas trop cette expression-là, mais c'est ça. C'est des gens qui n'ont pas eu de chance dans notre système scolaire ou qui ont eu un peu moins de chance dans la vie, ou les deux. Donc, toutes sortes, qui vivent toutes sortes de problématiques ou de difficultés, mais qui ont toutes sortes de forces aussi. Ces gens-là, on va souvent voir ce qui leur manque ou ce qu'ils devraient développer, alors que, mettons, l'humanité, ça fait vraiment partie de ce qu'ils et elles peuvent nous apprendre. Parce que l'humilité aussi, je dirais. En fait, moi, je pense que l'Atelier des lettres m'a appris beaucoup plus que ce que je leur ai appris. Je leur ai peut-être appris à faire confiance, à avoir confiance en leur voix et en leurs mots. On a eu quelques problèmes dans les 2 dernières années où c'était difficile de leur faire écrire des phrases ordinaires ou sujet, verbe, complément parce qu'on avait fait tellement de poésie qu'ils étaient rendus qu'ils s'exprimaient parce que qu'avec vous des servez images. de la poésie dans l'alphabétisation. Oui, c'est ça. Comment on peut faire ça? En faisant confiance au groupe, en fait. On faisait confiance aux individus qui composent le groupe aussi. Mais c'est ça, on y est allé beaucoup avec des thèmes et avec des brainstorms de groupe, en fait. C'est beaucoup moins difficile de faire ça en groupe. C'est beaucoup moins... on est moins craintif ou craintive face à la poésie si on le fait en groupe pour eux et elles. Puis eux, elles n'ont pas la pression que moi j'ai, par exemple, de me dire « OK, est-ce que les gens vont aimer mon texte? » Eux, là, c'est sûr. Pour eux et elles, les gens vont aimer leur texte.
Mais c'est quand même la forme littéraire la plus élitiste. Et Oui. puis là, vous vous en servez pour transporter la voix des gens de la Mmh. Basse-Côte-Nord, puis aider des gens qui veulent apprendre à écrire et à lire. Ben, en fait, moi, je le fais comme la poésie, c'est une façon de percevoir le monde, puis une façon d'en rendre compte. Puis je pense qu'on doit arrêter d'essayer de comprendre la poésie, il faut simplement ressentir. Puis moi, en fait, on part de leur idée, puis on la pousse en groupe. Tu sais, puis ils et elles ne s'en sont pas rendus compte, mais les années où on a fait vraiment beaucoup de poésie, leur vocabulaire avait vraiment augmenté. Les idées étaient déjà là, c'est juste de changer les mots un petit peu. Mais en fait, c'est ça, la poésie, ça devrait pas être vu comme élitiste, mais ça l'est, c'est comme ça pour le moment. Ça va sûrement l'être encore un temps, mais la poésie, pour moi, c'est la façon la plus directe d'exprimer des émotions et des ressentis et un vécu que souvent peu de gens connaissent. Et la pauvreté, ça a plusieurs visages, puis souvent, le visage de la pauvreté qui est véhiculé dans les médias, c'est pas... Il y a beaucoup de culpabilisation individuelle par rapport à la pauvreté. Si tu veux, quand on veut, on peut, là, le fameux Et de ne slogan. pas savoir lire et écrire. Et Souvent, les gens aussi, le cachent ou c'est tentent de ça. le Puis cacher. souvent, c'est relié, hein. Oui, bien sûr. Je veux dire, si la mère ou le père ont 3 jobs pour arriver, ben c'est sûr qu'il y a pas de temps pour les devoirs, il y a pas de temps, et plein d'autres trucs, là, mais il y a beaucoup un discours de quand on veut, on peut, alors que c'est vraiment pas aussi simple que ça. On a un système, une société extrêmement violente envers les gens qui sont différents, que ça soit à plein de points de vue. Donc, puis je pense que d'avoir de la difficulté à lire et à écrire, ça devrait être considéré comme une contrainte comme permanente à l'emploi, parce que c'est vrai, on a besoin de secondaire 5 pour avoir des emplois. Même s'il y a une participante d'un autre groupe, d'un groupe de Rosemont, qui disait souvent, nous autres, on veut pas les lire, les poubelles, on veut juste les ramasser. C'est pour avoir un travail, puis je trouvais que c'était la meilleure image pour ça. Euh, je pense que c'est un des derniers tabous. Puis je pense qu'on entre, tu sais, on a beaucoup parlé de sexisme, de racisme. Je pense qu'on commence à parler de capacitisme. Puis il est grand temps, parce que ça peut être considéré comme quelque chose qui est vraiment un frein à l'inclusion sociale en ce moment, parce que nos sociétés sont élitistes. C'est un frein à la lecture de la poésie aussi. Aussi. Puis, c'est pas peu de personnes, là, vous le mentionnez, au Québec, on l'oublie, mais c'est des centaines de milliers de personnes qui n'arrivent pas à lire un texte de base. Et donc, la poésie, Ouais. comme forme, parce que moi, je suis assez fasciné que vous utilisiez cette forme-là comme, je dirais, littérature sociale, parce qu'il y a plusieurs aspects. Ouais. C'est sûr qu'on a la chance de vivre dans un pays où la poésie est encore lue. Vous savez, c'est un peu exceptionnel qu'au Québec, il y a des recueils qui se vendent à plusieurs milliers d'exemplaires. En France ou ailleurs, ce n'est pas des pratiques qu'on voit Oui. souvent. Il y Donc a la comme un poésie, regain ces temps-ci aussi, là, depuis quelques années. c'est vrai. Puis aussi, peut-être qu'il y a une forme orale qui est comme un récit qu'on se raconte aussi, dans la forme de la poésie. Mais j'ai rarement vu ailleurs dans le monde des gens qui lisent autant la poésie. Il y a vraiment des recueils qui fonctionnent. Oui. Puis je suis sûr que La patience du lichen aussi, à son échelle, c'est quand Oui. même des succès Oui, extraordinaires. oui, je peux pas me plaindre, là. Il a vraiment, tu sais, eu un bel accueil, puis C'est un excellent éditeur qui fait le travail oui, aussi. non, c'est ça. Je veux dire, j'aime beaucoup La Peuplade. On s'aime, c'est comme... Moi, c'était mon premier choix, puis j'ai été chanceuse là-dessus. Mais c'est ça, je pense aussi, tu sais, comme avec l'Atelier des lettres, où la poésie, il faut y aller. Je dis souvent aux gens, ça se peut que la personne, le poème que vous avez lu vous touche pas, puis c'est correct, ça veut juste dire que c'est pas votre poète, ça, que vous avez d'autres poètes ou d'autres livres. Puis avec l'Atelier des lettres, on a aussi beaucoup lu de poèmes où on s'est expliqué qu'est-ce qu'on comprenait du poème, qu'est-ce qu'on ressentait du poème. Puis la première chose, c'était, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça. Puis aussi, il y a des poètes, par exemple, je pense à Patrice Desbiens, tu sais, qui est franco-ontarien, mais qui le dit lui-même, là, que Patrice Desbiens, je suis pas sûre qu'il avait fini son cours classique. Il n'a pas fait son cours classique, là, en tout cas. Donc, tu sais, c'est ça peut être de la poésie. Puis sa poésie est très profonde à Patrice Desbiens. On n'est pas obligé d'utiliser des grands mots pour que ça soit profond. Fait que c'est ça que j'ai essayé de passer à l'Atelier des lettres. Puis, dans mes ateliers de poésie que je donne aussi à la population en général, c'est ce que je dis. Si vous attendez un cours de poésie où on va vous apprendre à compter des pieds, à faire des alexandrins ou à compter, tu sais, pour faire des haïkus, c'est pas moi. Si vous voulez une structure vraiment rigide, c'est pas moi.
Moi, je vais vous montrer que tout le monde est capable de raconter son histoire. C'est probablement ce qui fait le succès de ce type de poésie-là. À la Peuplade, il y a aussi Marie-André Gill qui fait un travail aussi en prenant des mots du quotidien, Oui. en parlant de ces choses dans la forme qu'elle trouve nécessaire pour le poème. Oui. Oui, puis Marie-André Gill est beaucoup plus près de l'oralité que moi dans mon écriture. Puis ça, moi, j'admire ça. Par exemple, une des autrices que j'aime vraiment beaucoup, puis on va revenir à la Côte-Nord, c'est Erika Soucy. Erika fait des choses avec le langage oral que j'oserais même jamais... Je réussirais pas. C'est ce qu'elle fait, je n'arriverais pas à le faire. Puis moi, j'adore ce qu'elle fait, là. Justement parce que j'arriverais pas à le faire. Mais c'est curieux que vous parlez d'elle, parce qu'on a parlé d'elle aussi comme d'une autrice documentaire. Oui, oui, oui. On pourrait se poser la question aussi plus tard, est-ce que c'est lié à la Côte-Nord? Est-ce que la Côte-Nord a une mode d'écriture qui incite davantage à documenter pour porter la voix? C'est quand même un territoire unique là, par sa géographie d'une route de la mer et le haut pays qui monte, des postes isolés, des gens qui s'accrochent au territoire, qui est une population extrêmement diversifiée aussi, qui vit depuis toujours dans cette diversité-là. Mais on reviendra tout à l'heure à la Côte-Nord. Oui, non, c'est ça. Mais c'est intéressant quand même parce que ma Côte-Nord et celle d'Erika sont très différentes. Aussi. Le vécu, je dirais, elle y va avec son vécu familial qui est le père qui est en fly-in, fly-out. Moi, mon père travaillait pour les Inuits. Donc, c'était comme très... ce qui est pas commun là, sur la Côte-Nord. Mais qui est deux réalités liées. Deux réalités liées uniquement à la Côte-Nord aussi. Oui, c'est ça. Parce que c'est rare à Montréal, les gens qui travaillent avec les Inuits qui sont en fly-in, fly-out. Ouais. Une des choses qu'on voit beaucoup dans le recueil La patience du lichen, c'est la tension entre l'éloignement et la proximité. Donc, pour les gouvernements, ce sont des endroits très loin. Pour les touristes, ils sont au bout du monde et c'est ce qu'ils vont chercher. Puis c'est très bien de chercher aussi les bouts du monde à soi. Mais pour ceux qui y vivent, c'est le cœur du monde. Je me souviens qu'avec... j'ai une étudiante qui est dramaturge, elle est à Tikamek, donc Véronique Bazé-Lévert, puis elle dit, on va aller à Wemotaci amener les gens, parce qu'on était tout le temps à Montréal, puis elle faisait le trajet. Puis pour nous, aller à Wemotaci, qui est à côté de la Tuque, c'est pas si loin quand on regarde la carte, mais nous, on se sentait loin. Et la première surprise des gens, dans notre innocence des lieux comme ça, c'était, mais le centre du monde est ici. Les gens n'avaient pas l'air de trouver qu'ils sont loin de qui que ce soit. Ils vivaient simplement leur quotidien et c'était le centre de l'univers pour eux et c'est bien comme ça. Donc, ça permet un décentrement curieux qu'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de milieu, mais en même temps, il y a des contraintes liées à l'éloignement. Vous avez mentionné les transports, la difficulté d'y aller, les coûts de déplacement. Les coûts de la nourriture. Les coûts de la nourriture, des services de santé, des écoles, des déchirements de famille aussi, que quand les personnes plus âgées, souvent, vont être amenées à quitter la Côte-Nord pour avoir des services. Oui. Donc, je dirais, encore une fois, un poème qui est tiré de la partie sur la tabatière. Vous écrivez « Ce territoire où les relations sont ancres souffre du retranchement dans lequel la planète, un moment, se terre. » Donc, il y a un éloignement, une proximité. Puis après, il y a la très belle citation dans Lourdes de Blanc-Sablon, Blanc-Sablon. « It's a lonely world outside the lower North Shore. » Le vers est magnifique parce qu'on pourrait dire, nous, la Côte-Nord, c'est vraiment éloigné. Et cette personne dit plutôt, en dehors de la basse Côte-Nord, c'est tellement seul et loin. Oui, mais souvent, c'est ça, quand les gens vont partir de la Basse-Côte-Nord, vont se rendre dans les grands centres, parce que, disons, quand ils vont partir étudier, ils vont partir, en général, les jeunes vont... Avant, ils partaient beaucoup plus tôt, là, vers 15 ans. Il y en a certains qui partent à 15 ans, mais à Chevry, de Harrington à Chevry, mais c'est... Le village voisin, maintenant, ça se fait facilement, par hélicoptère ou par bateau. Mais sinon, c'est Sherbrooke, souvent, donc Lennoxville, pour la population anglophone. Sherbrooke, Lennoxville, Gatineau, John Abbott dans l'ouest de Montréal, parce qu'ils vont dire Montréal, mais c'est vraiment Sainte-Anne-de-Bellevue. Certains vont être Montréal, puis Québec. Il y en a parfois qui vont à Gaspé. Pour les francophones à Québec. Oui, c'est ça. Mais les anglophones, c'est beaucoup, c'est ça. John Abbott et Champlain, mais à Lennox ou Bishops à Lennoxville. Mais c'est ça. Donc, c'est des grands centres quand même quand on tombe de Blanc-Sablon étant même presque un grand centre pour la région. Si on part de Saint-Augustin, de Saint-Augustine et qu'on s'en va vivre à Gatineau,
Gatineau, Ottawa, c'est grand, puis c'est loin. On est loin de notre famille, on est loin de la mer, on est loin de tout ce qu'on connaît et les gens ne se parlent pas. Je veux dire, j'arrive à l'épicerie, je ne connais pas les gens. Tu sais, il y a ça aussi, là. Il y a cette Ils sont proximité-là. déracinés Ouais. assez vite. Pour l'anecdote, ma première étudiante à la maîtrise venait de la Côte-Nord. Mhm. Et on était un peu émerveillés qu'elle ait déménagé. Elle déménageait à Montréal. Mhm. Puis par la suite, alors que tout le monde restait à Montréal, elle est partie en Chine où elle a enseigné. Mhm. On était un peu fascinés de dire... Puis finalement, elle dit, j'ai déjà immigré une fois en arrivant à Montréal. C'est pas tellement plus loin, elle est en Chine. Donc, disons, l'éloignement de la Mhm. Côte-Nord lui donnait une ouverture au monde qu'avaient pas les gens de Montréal. Mhm. Et ça a été une belle leçon, finalement, pour eux. Le déplacement avait été tellement grand d'arriver ici que ça lui a donné l'impulsion d'être très ouverte au reste du Ouais. monde qui était au... C'est ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont rester, tu sais, comme plus fermés, qui vont vouloir retourner absolument. Mais c'est Les pas Inuits, fermé entre d'être... autres, les Inuits, quand ils partent à Montréal ou à Mhm. Québec, ils sont très loin de leur peuple, de leur territoire, Ouais. et Ils il y a la reviennent. tension du retour. Hein. Mais est-ce que c'est de la fermeture que de vouloir retourner chez soi? Non, Non. je pense pas. C'est plus de l'ouverture à ce qui est là en place, à comme faire croître quelque chose Mais il y a un qui reste là. déracinement arrivé à Ouais. Montréal ou à Québec. On est habitué d'être déraciné tôt, là, en fait. Ouais. Tu sais, la Côte-Nord est la seule région où il n'y a pas d'université à proprement parler. Oui, maintenant, il y a des programmes avec l'UQAR, avec l'UQAC, avec l'Université Laval, dans les pavillons des cégeps. Là, par exemple, tu sais, à Sept-Îles, il y a comme un pavillon ArcelorMittal. On sait que c'est pour le génie minier, là. Et ces choses-là, mais il y a des cours d'administration, mais c'est très limité. Il va y avoir des cours de l'Université du Québec à Rimouski, mais au cégep de Bécomo ou de l'UQAC. Déjà, d'aller à cette île ou à Bécomo, C'est loin. déjà, c'est Ça ça, peut être centaines dépendant de d'où est-ce kilomètres. qu'on Ouais, vient. c'est Je veux ça. dire, si on vient de Havre-Saint-Pierre, c'est quand même loin. Si on vient de... Puis aussi, les gens sur la Côte-Nord, moi, à Bécomo, des fois, quand je disais, je m'en vais en Basse-Côte-Nord, genre, ah, OK, tu t'en vas à Havre-Saint-Pierre. Puisque la route a déjà arrêté à Havre-Saint-Pierre, ça reste dans la tête des gens que ça, c'est la Basse-Côte-Nord. Mais non, c'est là où la route s'arrête. Maintenant, c'est la Méganie à Havre-Saint-Pierre. Mhm. Mais il y a des gens de Bécomo qui sont jamais allés à Blanc-Sablon. Jamais, Ouais. jamais, jamais. Parce que ça coûte vraiment cher. Puis qu'est-ce qu'on fait sur la Côte-Nord? On s'en va vers les grands centres quand on sort. On va à Québec ou Montréal. Mais moi, je suis partie à 17 ans pour aller au cégep à Chicoutimi. J'aurais pu partir à 16. La plupart d'entre nous, on part de chez nous à 17-18 ans. Puis moi, quand je suis arrivée à Montréal, puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient 23-24 ans qui étaient encore chez leurs parents. Pour moi, c'est complètement anormal. Mais pour les Montréalais, c'est normal. Fait que c'est ça, nous, on est habitués de partir. Ou quand les gens me disent « Ah, ça, c'est loin, c'est à 4 heures de route. » Veux-tu qu'on en parle? Bon, ça donne une indépendance, c'est ça. Mais même si vous venez de la Côte-Nord, aller en Basse-Côte-Nord, c'est un bout du monde, en quelque sorte. Oui. Puis un des vers dans la tabatière, vous écrivez « Les limites du monde sont des lieux de proximité. Mhm. Donc, vous avez retrouvé dans le bout du monde, parce que c'était de partir aussi au bout de la Côte-Nord. Mhm. Et pourtant, vous avez retrouvé une familiarité. Souvent, vous le dites, c'est surtout des femmes qui vous ont accueillis, qui ont fait des réseaux avec vous. Mais comment vous avez recréé un nid, une espèce d'endroit où vous vous sentiez vous-même, vous vous sentiez proche, alors qu'il y avait une recherche quand même d'un extrême, d'un bout? Oui, mais c'est aussi parce que moi, j'ai voyagé beaucoup dans la vie. Je veux dire, on a beaucoup déménagé quand j'étais jeune. Je dis que je viens de la Côte-Nord, mais c'est nettement plus compliqué que ça. Mais bref, j'ai habité à l'étranger longtemps, puis souvent, j'essaie de me créer, je me rends compte, j'essaie de me créer une communauté, même quand je suis loin. Moi, le voyage, comme j'ai fait un peu cet été, tu sais, je me suis promenée beaucoup dans Terre-Neuve. Mais le moment où j'ai été le mieux, c'est quand j'ai été à Port Union, où j'ai été 3 semaines en résidence, puis que j'ai pu côtoyer la communauté. Fait que oui, j'aime voyager, j'aime me retrouver au bout du monde, mais il faut que je reste un petit peu. De recréer une communauté, Ouais, peut-être parce que, justement, j'ai tellement bougé dans ma vie que il faut que je me crée des petites communautés. C'est comme ça que moi, j'appréhende un endroit ou une culture. Par les gens, leur récit, Ouais. leur parler. Ouais. Souvent, j'ai rêvé souvent de vivre dans des endroits où j'ai séjourné genre 3 semaines, 1 mois. Tu sais, j'aurais pu aller vivre en Inde, là. J'aurais pu aller vivre... J'ai failli aller vivre à Tulum, au Mexique, un bout. C'était il y a une dizaine d'années, mais c'est ça, je me rends compte que je fonctionne comme ça. Puis, il y a une proximité aussi quand on est dans une région éloignée comme ça, où il y a très peu de services, par exemple touristiques ou des choses comme ça. Je dis toujours, quand tu es en Basse-Côte-Nord, tu peux être dans le trouble, mais tu ne vas jamais rester dans le trouble. Tu
tu peux À avoir des condition de créer problèmes. des liens avec les gens. Oui, c'est ça. Mais même à ça, les gens vont quand même être vraiment accueillants, très gentils. Mais oui, quand tu crées des liens, c'est encore plus fort. Puis, tu sais, je peux arriver chez des amis en Basse-Côte-Nord. C'est encore possible d'aller chez quelqu'un sans les appeler puis sans prévoir, là. Mhm. Même si ça commence à être de moins en moins possible parce qu'ils ont maintenant le téléphone cellulaire depuis 2020. Puis ça change beaucoup la façon de fonctionner. On est dans un balado qui fait partie d'un cycle sur l'écriture nord-côtière. Au cégep de Sept-Îles que vous mentionnez, il y a même un groupe de recherche sur l'écriture nord-côtière, une revue qui est littorale ou que vous avez participé. Donc, il y a un rapport à la Côte-Nord qui est, vous l'avez dit, n'est jamais simple. La plupart de ceux de la Côte-Nord soit sont dans un endroit puis ils vont y rester, mais il y en a beaucoup qui viennent d'ailleurs aussi, qui sont arrivés sur la Côte-Nord, ils ne sont pas repartis, donc c'est quand même très Des positif. Nord-Côtiers, des Nord-Côtières aussi, là. Oui. Puis vous en faites mention à la fois dans les entrevues, La patience du lichen. Là, je citerai encore une fois La patience du lichen. Vous écrivez « Mon corps a été lâché sur les rives de granit de la Côte-Nord à presque 12 ans. Depuis, la route inachevée et son grand golfe ont exercé la fascination sur mon être, faisant écho au roulis secret que je portais et que je porte encore. » En entrevue, vous dites « La Côte-Nord, c'est un territoire que j'ai détesté comme adolescente. » Et ça a pris du temps pour découvrir en voyageant, probablement que c'était une région vraiment fascinante. Donc, pourquoi vous l'avez détestée? Comment on fait pour la reprendre par la suite, de retrouver la fascination pour la Côte-Nord? Bien, comme tout endroit, je dirais, où il n'y a pas tellement beaucoup de population, puis il n'y a pas 1000 façons de se rendre sur la Côte-Nord. En fait, il faut toujours emprunter un bateau. On peut y aller par différents points, mais on prend toujours un bateau. C'est toujours long ou cher. C'est toujours long ou cher, puis on prend un bateau. Il y a comme un aspect enfermement, même si c'est très, 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 très grand et très vaste. Je veux dire, pour une adolescente. Oui, on ne peut pas sortir de là aussi facilement qu'on voudrait. Puis dès qu'il y a de la différence, maintenant, c'est mieux. Je vois les jeunes, puis c'est des jeunes comme mon neveu qui va avoir 16 ans. Je les admire vraiment beaucoup, là, cette génération-là, en fait. Là, je trouve que souvent, on les dénigre. Puis non, ils sont nettement plus Très intelligents. ouverts et tolérants. Intelligents émotionnellement et intellectuellement que nous, je devrais dire. Ils ont plus de cordes à leur arc que nous, que des personnes plus vieilles que nous aussi. Ils sont juste différentes, les cordes à leur arc. C'est sûr qu'ils ne sont pas capables de faire une chaloupe, mais ils sont capables d'aller chercher le plan de la chaloupe sur Internet, par contre. Puis ils sont aussi capables d'accepter les différences des gens un peu plus. Mais moi, à mon époque, être différente, c'était vraiment pas bien vu. Puis je suis arrivée à une période charnière. Je remercierai mes parents d'avoir choisi de me faire déménager entre le primaire et le secondaire. C'est pauvre. Mais pourquoi c'était si dur comme adolescente qu'on vient à on n'a pas aimé ou on se sent emprisonné d'être sur la Côte-Nord? Oui, mais aussi, tu sais, on arrive en 6e année, secondaire 1, donc on n'a pas d'amis du primaire avec nous. On arrive souvent, à ce moment-là, ça se parlait pas tellement en commission scolaire. Donc, notre dossier n'a pas suivi. On se ramasse dans un groupe un peu difficile, avec des gens qu'on connaît plus ou moins, enfin, qu'on connaît pas du tout. Puis c'est une culture qui est un peu différente, tu sais, c'est ça. Puis beaucoup de gens de mon âge avaient un parent qui travaillait dans une usine, donc il faisait quand même un assez bon salaire, et une mère qui était infirmière. C'est beaucoup ça. Moi, ma famille, c'est pas du tout ça. Ma mère a débuté les CPE, en fait. Puis elle a comme mis sur pied un CPE à Bécomo. Puis mon père travaillait pour les Inuits comme ingénieur forestier. Ouais. Quand tu es différent sur la Côte-Nord, c'est difficile. C'est ça que j'ai vraiment détesté. J'avais hâte de partir. J'ai vécu quand même beaucoup d'intimidation au secondaire, il faut le dire. Mais au-delà de ça, après, vous avez aimé ça. Donc, c'est des gens de la Côte-Nord qui nous écoutent. On voit... Oui, ça, c'était à un moment. Votre amour pour la Côte-Nord arrive après. Après, bien sûr. Vous dites que quand on est jeune, qu'on grandit sur la Côte-Nord, on ne sait pas à quel point ça, c'est vrai. On habite dans une région qui est phénoménale par le paysage, par l'isolement. Donc, l'isolement qui est vécu comme la chose la plus difficile quand on est adolescent devient après la qualité de vie de la région. En fait, oui, c'est sûr. Puis moi, ça a pris vraiment du temps, mais aussi pour des raisons personnelles. Je veux dire, donc je l'aborde d'Embrasser le Varech, mais mon père s'est quand même suicidé sur l'axe
qui amène à la Côte-Nord. Là. Ça s'est passé sur la 138. Fait que donc, à chaque fois que j'y retournais, quand j'étudiais à Chicoutimi, ben veux pas, je repassais devant le lieu où c'était arrivé, même si je n'avais pas vu le lieu quand c'est arrivé parce que je n'étais pas là. J'étais à Chicoutimi aux études. Mais non, c'est ça. Mais après, j'ai recommencé à revenir, en fait, avant de partir habiter 6 mois au Burkina Faso. Puis là, ça m'a frappée. Puis là, à ce moment-là, j'avais vécu au Japon déjà. J'avais fait un séjour au Togo puis un séjour en Guinée. Puis ça m'a frappé à quel point c'était magnifique. Puis j'étais comme, OK, moi, j'ai grandi avec ça. Fait que ça peut... Il y a bien des choses qui peuvent ne pas m'impressionner dans certains pays, on s'entend, ou me rappeler la Côte-Nord. Et aussi, ben, on vieillit. Puis, comme là, je m'apprête à déménager à Rimouski, qui est comme une porte d'entrée aussi pour la Côte-Nord. D'une certaine façon, je me rapproche de ma mère, de ma soeur et de mes neveux-nièces. C'est le point de départ du bateau. C'est le point de départ de Bella des Graniers. Oui, tout le monde me fait des blagues avec ça en Basse-Côte-Nord. Tu as juste à sauter sur le Bella, puis ça va aller. Mais on vieillit, on veut d'autres choses aussi. On se rend compte que toute cette immensité-là qui est là, ben, elle est à prendre. Puis la société vieillit aussi ou change. Je veux dire, c'est plus la même que dans les années 90. Là, sur la Côte-Nord, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup plus d'ouverture qu'il y en avait. Même entre les peuples, je sens qu'il y a beaucoup plus d'ouverture envers... Un début de dialogue. Hein. Un début de dialogue envers la culture Innu, puisque les Inuits peuvent avoir vécu comme problèmes liés à la colonisation qui sont encore présents parce que la colonisation existe encore. Je le sens beaucoup depuis, je dirais, 5 ans. Là. Surtout auprès des jeunes. Hein, oui, auprès des jeunes. Hâte d'avoir plus de renseignements, d'avoir plus de rencontres. Oui. Oui, quand je suis allée au cégep de Bécomo en mars dernier, j'ai vu qu'il y avait une annonce pour un cours de perlage. J'étais comme, waouh, ça aurait été impossible là, dans les années 90, fin 90, là, ça aurait été impossible. Donc, oui, je pense que c'est ça. On vient à voir les bons côtés d'où on vient aussi. Puis, tu sais, c'est un territoire qui est inégalé, puis qui est vaste, qu'il y a de la place. Il y a de la place pour les gens, puis il y en a beaucoup plus qu'il y en avait avant de la place, selon moi. Parce que dans la culture locale aussi, il y a de la place pour la diversité maintenant. En terminant, vous avez mentionné le recueil de la Brasse-Sylvarec. On terminera avec ça, parce qu'il y a une dimension d'attention à la disparition, à la transcendance qui parcourt toute l'œuvre. Donc, c'est pas nécessairement lié au suicide de votre père, mais aussi, hein, je pense que tout est là. Il y a la disparition des villages. Beaucoup de gens disent un village qui disparaît, c'est pas uniquement une population qui fait que c'est plus là. Les souvenirs restent, mais il y a des pratiques, des histoires, des mots, des langues, des noms de personnes qui, on dirait, qui partent à la mer, qu'on ne voit plus, à moins que quelqu'un les écrive. Dans Arinken Harbor, vous écrivez « Avec les phares s'éteignent les savoirs maritimes ». Il y a l'école, le bureau de poste qui restent comme des petits endroits où les gens vont se retrouver, mais si le bureau ferme, la communauté tombe. Oui, d'habitude, ça commence par le bureau de poste qui ferme, puis après, c'est l'école. L'école, le service de santé, puis là, les gens partent et le village finit par disparaître et devenir un lieu-dit. Donc, on retourne à la littérature, si on veut, pour un lieu qui est là. Puis en vous lisant dans ces parties-là, moi, j'ai beaucoup pensé au poète suédois Thomas Tranströmer, donc qui a remporté le prix Nobel. Puis lui, oui, mais il est dans le nord de la Suède, puis il y a des images. Je vous lis un recueil, un extrait de Thomas Tranströmer. Il parle d'un autobus dans le nord de la Suède qui est illuminé parce que les enfants vont à l'école très tôt, puis ils ont beaucoup. Puis il écrit « L'autobus se traîne dans la soirée d'hiver. Il luit comme un navire dans cette forêt de pins. » C'est magnifique. Et ça ressemble beaucoup à ce que vous écrivez sur des petits postes qui, là, on a l'impression que le centre de l'univers est la lumière à la fenêtre de telle maison, ou l'autobus qui s'en va dans la forêt. Et on dirait aussi que cette disparition des villages, c'est aussi une disparition fondamentale. Je ne sais pas comment l'exprimer. Dans le vers, où vous parlez de la pancarte de la route 138, puis les gens photographient tout le temps, vous allez tout de suite après à dire peu de gens touchent l'immensité derrière ce qui commence. Bien sûr, il y a le territoire, mais aussi l'immensité des récits des gens, de ce qui disparaît. Oui. Comment vous vivez ce rapport à la disparition des personnes, des choses, des communautés? En fait, ça habite tellement les gens en Basse-Côte-Nord, cette idée de potentielle disparition à cause d'Elmer Sound qui est fermé en 2007, mais aussi parce qu'ils savent qu'ils sont très peu sur un territoire qui est immense.
Puis qui peuvent pas par eux-mêmes non, revitaliser. qui peuvent pas par eux-mêmes. Puis des fois, la culture en place fait que c'est pas possible non plus. Ça pourrait être un autre balado complètement, mais il y a une partie des gens de la Basse-Côte-Nord qui la veulent pas, la route. C'est pas tout le monde qui la veut. Puis je comprends les raisons pour lesquelles ils la veulent pas. Pour lesquelles, je devrais dire. Mais pour moi, ça a un lien avec la disparition des savoirs qu'on transmet. Avec la patience du lichen, moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses par rapport à la Basse-Côte-Nord, mais aussi par rapport à nous comme société ou par rapport à la façon dont on traite les personnes âgées aussi. Je dirais que c'est pas une chose à laquelle j'étais super sensible avant. Même ma mère disait que j'avais aucun intérêt pour ça. Excuse-moi, maman. Puis elle dit, un jour, je vais vieillir, je vais devenir une personne âgée, moi aussi. Mais non, c'est tout ce que ces personnes-là ont comme savoir qu'on laisse partir. Puis ça me vient peut-être de quand j'ai habité en Afrique de l'Ouest, où on disait toujours que quand un vieux, parce qu'on dit vieux, hein, on dit pas personne, on met pas des mots, là. Non, c'est vieux puis vieille, là, puis c'est bien vu, là, en Afrique de l'Ouest. Qu'un vieux ou une vieille meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais c'est vrai. Ces gens-là, puis quand j'expliquais comment on traitait les personnes âgées ici, puis qu'on les mettait dans des maisons, tu sais, en tout cas pendant la COVID en plus, là, dans des CHSLD, puis que je me faisais regarder avec un regard où on me disait « Mais vous êtes des barbares! » Puis les gens avaient raison. Et on se prive d'une richesse. On se prive de plein de richesses. Puis il faudrait que le gouvernement agisse à ce niveau-là aussi pour qu'il y ait plus d'argent, pour que les gens gardent les gens à la maison, pour avoir de l'aide, pour tout ça. Mais tous ces savoirs-là qui disparaissent. Ma grand-mère savait faire des Catalognes. Cet été, à Terre-Neuve, là, je regardais tout l'art textile. À Terre-Neuve, le textile est vénéré, alors qu'au Québec, pas tant. Et je regardais ça, puis j'étais comme, moi, là, j'ai jamais appris à faire ça. Et là, je vais me chercher un cercle de fermière, là, parce que je veux savoir comment faire ça. Toutes ces choses-là qui disparaissent quand une communauté disparaît. C'est des pratiques, parmi mes étudiantes à l'UQAM, donc qui ont 20, 25 ans, on est surpris de voir le nombre de gens qui recommencent à faire de tisser, de produire, même parfois rêver à vendre par des réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment une pratique qu'ils veulent relancer et toujours en cercle de femmes. Ça, c'est ça, mais ça, c'est très québécois. Parce qu'ailleurs, au Canada anglais, il y a des hommes qui font du textile. Du textile. Oui, mais... Puis je comprends pourquoi. Quand je suis allée à Terre-Neuve, j'ai compris pourquoi. Et ça vient de... ils ont eu les Vikings, ils ont eu les Anglais, tout ça, ça fait partie des cultures qui sont venues coloniser Terre-Neuve. Mais je pense que c'est ça. Dans la disparition, moi, ce que je trouve... Je sais même pas, je l'ai jamais articulé, mais je pense que c'est l'espoir d'essayer de préserver quelque chose, que quand on écrit l'histoire de quelqu'un, elle va rester. Il y a une blague qui dit sur les réseaux sociaux, là, si vous sortez avec un poète ou un écrivain ou une écrivaine, faites attention parce qu'on va vous décrire. C'est un peu quand quelqu'un écrit sur soi ou sur une autre personne, mais ça reste. Par l'écrit, ça reste. Ouais. En terminant, il y a la disparition des savoirs, des communautés, puis il y a des disparitions beaucoup plus douloureuses, celles des personnes qu'on aime. Et votre premier recueil, je peux juste lire ici les parties qui démontrent bien. On dirait que c'est une démarche de réappropriation aussi. Puis quand on dit brasser le varech, c'est vraiment aller chercher au fond de quelque chose qu'on veut pas trop, mais qu'on sent qu'on a besoin. Les parties, c'est souche, donc les racines, les pousses, cope à blanc, drave et reboisement. Et il y a un vers qui m'a beaucoup étonné, parce qu'il y a une grande fragilité de votre part. Vous le dédiez à André, papa, je t'offre ces mots que je n'ai pas su trouver. Et en même temps, il y a un vers dans La patience du lichen qui dit « Je n'appartiens à rien ni à personne ». Un peu comme quelque chose de bravoure que vous lancez. Je suis complètement indépendante, etc. Alors que dans la plupart de vos vers, on sent vraiment... Il y a une douleur. Il y a une sensibilité à ceux qui disparaissent. Puis vous avez aussi un nouveau projet qui parle aussi du deuil. On pourra en reparler. Mais cette douleur, cette reconstruction, la disparition des personnes. Donc, vous avez choisi par votre premier recueil d'en faire le sujet. Oui, je pense que j'avais pas l'impression que les gens le liraient tant que ça. J'ai été vraiment surprise de l'accueil. Puis, ce qui fait que je le lis plus du tout en public parce que c'est trop difficile pour moi. En fait,
je sais pas à quoi j'avais pensé quand je l'ai fait. Mais je pense que c'était aussi une façon de démontrer ces parties-là reviennent un peu dans. Ben, sans le vouloir, c'est un peu. Ben, c'était pas conscient à 100%, mais c'est là pareil. C'est comme un peu les étapes de la spirale du deuil ou du cycle du deuil, qui n'est pas linéaire du tout. Qu'on peut retomber à la coupe à blanc à un moment donné. En fait, à chaque fois qu'on revit un autre deuil, c'est prouvé parce que j'ai fait quand même, je me suis formée là, pour accompagner des personnes endeuillées là, avec la chaire Montbourquette de la Faculté de l'éducation permanente de l'UDM, l'Université de Donc, un Montréal. deuil peut ramener la douleur des Oui, précédents? oui. Ou des choses différentes de la douleur précédente, mais on continue d'avancer dans nos deuils précédents avec les prochains qu'on va avoir. Puis, c'est ça. Puis récemment, très, très récemment, une de mes très bonnes amies du secondaire a perdu son père d'une maladie. Puis je lui ai dit: «Je vais te donner les conseils qu'on m'a jamais donnés à 19 ans». Puis là, c'est là, souvent, je me rends compte, en fait, depuis que je vais au cégep, maintenant que je suis un peu plus vieille, là, puis je vois les étudiants de cégep, puis je me dis: «J'avais cet âge-là, j'étais pas prête pour ça». Fait que, tu sais, dans le fond, je le vois peut-être maintenant un peu comme un outil, puis il continue d'être lu. Puis pour moi, ça, c'était. Tu sais, brasser le varech, c'était comme le deuil personnel. J'ai touché à des deuils plutôt comme personnels, mais de d'autres personnes dans la patience du lichen. Puis là, je me suis dit: «Je vais pousser ça, puis y aller avec des deuils». Ça, c'est le nouveau projet sur Ouais, lequel... ouais, ouvrage secret, avec les deuils de 40 femmes ou personnes non binaires, parce que c'est souvent ces personnes-là qui ont le fardeau de prendre soin, le fardeau du care. Puis avez-vous procédé comme pour la patience du lichen avec des entretiens? Oui, Puis là, ça devient... Mais là, c'est très délicat. oui, là, ça devient, mais j'ai fait réviser par chaque personne. Non, mais même dans votre écriture, comment vous y arrivez à... Je sais pas. Je vais être honnête, je le sais pas. Parce que vous dites qu'un deuil des autres peut nous ramener à Oui, nos c'est ça. propres deuils. Donc, Ouais, ça a été. Tu sais, il y a des gens qui peuvent peut-être trouver que c'est pas risqué comme écriture de prendre des histoires puis d'essayer de faire du bien aux gens. Mais prendre l'histoire de 40 personnes, certaines que tu connais un peu, certaines que tu connais pas du tout, certaines que tu connais vraiment bien. Je pense que c'est les deuils d'inconnus qui sont pires, là. Celles des personnes que je connais, je sais comment ça va sortir un peu. Euh, les prendre puis les transformer en poèmes, les porter en soi à un moment, c'est vraiment dangereux. c'est comme si vous viviez 40 deuils. Oui, oui, c'est ça. Là, il m'en reste 2 à faire qui sont 2 d'amis, que je sais c'est quoi. J'attends d'être installée comme parce que quand j'ai fini ma résidence à Terre-Neuve, ça a été vraiment difficile. J'ai de la difficulté depuis. Puis j'ai dû arrêter 2 ou 3 fois ce projet-là entre janvier et septembre parce que j'avais de la difficulté à me lever le matin. Donc, moi, je sais pas me protéger dans la vie, là, c'est vraiment difficile. Fait que si quelqu'un a envie de faire ça, je vous dis, il faut vous protéger mieux que moi. Mais c'est en même temps, c'est toutes les réflexions aussi que ça a suscité chez moi qui ont amené ça, mais je pense que ce livre-là, quand il va sortir, ben j'ose espérer qu'il va être assez puissant pour qu'on voit à quel point on n'est pas outillé pour accueillir le deuil des gens comme société. Puis à quel point on ne sait pas s'occuper des gens. On ne sait pas vivre puis on ne sait pas mourir. Puis ça, dans la patience du lichen, on l'a un peu. Ces gens-là vivent pleinement. Mais encore une fois, la poésie, là, j'y reviens parce que Oui, dans pourquoi la poésie? l'atelier ben, pourquoi? On voit pourquoi, mais on dirait que votre instrument premier, Mhm. c'est la poésie. Oui. Dans l'atelier d'alphabétisation, dans une entrevue, je disais, bon, Noémie n'a pas de limite, sinon Mhm. son propre corps dans Mhm. son investissement qu'elle fait. Puis là, on le voit aussi, Mhm. pendant 40 deuils, il faut vraiment le faire. D'avoir fait le premier recueil, c'est pas uniquement thérapeutique, mais quand Ouais. même, vous Mhm. avez choisi ce qui est probablement le plus difficile, d'aller à la rencontre de la disparition de Mhm. communautés sur la Basse-Côte-Nord ou de la beauté qu'ils ont, mais Mhm. quand même, c'est Pour lourd. éviter la disparition. Hein. Et là, encore une fois, les disparus ou Mhm. les effets des disparus sur Mhm. les gens qui restent, qui Mhm. eux, vivent la douleur. Donc, c'est pas le chemin facile, Non. mais Ça, toujours la poésie comme instrument Mhm. de médiation, de transport des voix, de... Oui. Dans celui-là, oui, mais il y a comme une partie un peu, pas vraiment essai, mais oui, c'est peut-être un peu essai. C'est des réflexions poétiques aussi en lien avec chaque thème. Par exemple, quelqu'un me confie un deuil qui a un lien avec l'aide sociale.
Mais c'est sûr que je peux pas passer à côté. Ma réflexion, pour chaque témoignage qui devient un poème, j'ai aussi 1, 2, 3, 4, 5 réflexions liées à ce qu'on m'a dit, parce que je peux pas tout mettre dans le poème. Mais je peux pas passer à côté le fait que l'aide sociale, ça fait mourir les gens. Ça les aide pas à Donc encore survivre. la dimension sociale quand Oui, même. mais ça, dans celui-là, ça va être que ça ou presque. Mais là, je rassure, là, ça va être ça clôt un cycle de 3. Puis là, le prochain projet, c'est sur l'œuvre des femmes en botanique. On va essayer qu'il y ait un petit peu moins de deuil là-dedans, là. C'est comme... Puis j'ai un projet de poésie qui est lié à refaire les lichens sur les roches en broderie, je veux dire, avec des matériaux polluants que je trouve sur les plages. En tout cas, ça, c'est une idée que j'ai eue à Terre-Neuve. Fait que là, je m'en vais plus... Je vais plus assumer ma fibre, peut-être écoféministe, mais je vais peut-être aussi lâcher les bobos, là. Tu sais, ça va peut-être me faire du bien aussi. Fait qu'on peut faire du social, mais des fois, il faut aussi se retirer un peu parce que Mais toujours faire de la poésie. c'est ça, toujours, je pense. Mais est-ce qu'elle sera pas sociale non plus? Elle va l'être quand même, mais d'une façon différente. Mais là, j'ai exploré le documentaire jusqu'à un certain bout. Je vais sûrement le refaire. J'ai une autre idée de projet, mais ça, c'est à long terme, puis je veux pas trop en parler, mais ça inclut la parole des gens qui vivent sur les 2 côtés du Saint-Laurent. Ça serait à très grande échelle et à très, très long terme, mais je vais essayer d'aller dans la joie un peu, là, parce que je pense que je suis allée au bout de ce que le deuil avait à donner, là. Noémie Pomerleau-Cloutier, merci. Mais merci beaucoup à vous, franchement. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment émue de cette invitation-là. Pour moi, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Comme je dis, j'ai pas de diplôme en littérature, fait que d'être comme dans une balado universitaire, j'en reviens comme pas. Merci d'avoir écouté cet entretien avec Noémie Pomerleau-Cloutier, animé par Daniel Chartier, un entretien réalisé en collaboration avec le Laboratoire international de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique, le groupe de recherche sur l'écriture nord-côtière, le GRÉNOC, la revue Littoral, le Cégep de Sept-Îles et la Puce à l'oreille. Pour découvrir d'autres auteurs et autrices, retrouvez tous les épisodes des rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC sur votre application balado préférée et sur le site du CRILC sous l'onglet Médiathèque.